Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe. Je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes, durant presque 55 minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition des directs, votre fenêtre sur les grands débats, les grands événements qui touchent, que ce soit la scène égyptienne bien sûr, que ce soit dans le domaine politique, économique ou même dans d'autres domaines. Aujourd'hui, le FMI vient de publier justement un rapport tout à fait intéressant sur l'Égypte, sur la performance économique de l'Égypte. L'Égypte est le seul pays qui réalisera une croissance positive au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2020-2021. Donc, ça sera l'une de notre grande ligne qu'on a aujourd'hui, qu'on va discuter aujourd'hui avec les analyses et les commentaires de notre invité de marque, Monsieur Yasser Kourani. C'est un expert économique, un expert ou même un conseiller commercial, mais aussi un expert dans le domaine de l'arbitrage et dans le domaine des négociations économiques. Vous êtes le bienvenu sur Nal TV International. Merci beaucoup pour cette belle introduction et de m'accueillir dans votre émission. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui dans ce temps de coronavirus, dans ce temps de crise, parce que, chers téléspectateurs, bien sûr, le coronavirus représente un obstacle, un désastre pour tout le monde, pour toutes les économies du monde. Oui, c'est pourquoi on trouve que l'Égypte impressionne tout le monde, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est vrai, parce que quand on regarde par exemple les statistiques qui ont été publiées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ils ont dit que l'Égypte sera le seul pays de réaliser une croissance positive. Alors que la plupart des pays du monde, ils ont subi de récession économique. Donc c'est formidable. On va, durant les prochaines minutes, savoir un peu plus d'informations en ce qui concerne les témoignages qui ont été rendus publics par d'importantes institutions financières. Mais justement, je dois vous rappeler que grâce, bien sûr, aux décisions très tranchante, très audacieuse, prise par le gouvernement égyptien, prise par l'État égyptien, prise par le numéro 1 de l'État égyptien, monsieur le président de l'État ici, à travers de telles réformes économiques, l'Égypte réalise de telles performances impressionnantes. Donc, on va parler un peu plus de ce sujet, mais justement, je dois vous rappeler qu'hier, le président Abdel Fattah al-Sisi a présidé une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et la ministre de l'Industrie et du Commerce, Nevin Gaïma, ainsi que le chef d'autorité du génie militaire. La réunion a principalement porté sur le suivi des projets relatifs aux initiatives présidentielle visant à assurer les emplois, notamment les complexes industriels. Le président a enjoint à cet effet d'accorder les facilités nécessaires pour recevoir les unités des complexes industriels afin d'accorder les facilités créancières pour le financement et l'achat des équipements et des machines dans le but de soutenir des jeunes investisseurs. Donc, ce sont presque les grands points, les grandes lignes qui ont été discutées durant cette rencontre. Donc, votre commentaire, monsieur? En fait, le secteur de l'industrie manufacturière est très important et le président a donné la priorité, a mis la priorité pour développer ce secteur parce qu'il absorbe beaucoup d'emplois. Ça suffit par exemple de... Absorbe beaucoup de main-d'œuvre. De main-d'œuvre, oui. Et aujourd'hui, on donne un élan à ce secteur parce qu'on dispose en fait sur le terrain une importante infrastructure sophistiquée. C'est ça, c'est ça. Le gouvernement égyptien il a réussi d'établir dans les trois dernières années des méga-projets dans ce secteur. Ça suffit par exemple de mentionner certains projets. Par exemple, le pôle industriel de fabrication de cuir à Ropeki, le pôle industriel de la fabrication de meubles en bois à Damietta, le complexe industriel de produits plastiques à Borgom et la zone industrielle au centre du Sinaï. 4 pôles industriels de petites et moyennes entreprises sont déjà établis. Donc il y a beaucoup de projets. 33 milliards de dollars américains sont déjà investis dans ce secteur. Donc d'après la vision égyptienne, le moteur essentiel actuellement dans la croissance économique, c'est l'industrie par tous ces domaines.
Oui, en fait, on essaie de pousser, oui, de faire un progrès dans la fabrication de différents produits pour augmenter les exportations égyptiennes vers l'étranger. Oui. C'est pourquoi, par exemple, comme je dis... Et même pour doper un peu plus les petites et moyennes entreprises, parce que de tels projets créés par les petites et moyennes entreprises représentent ou alimentent plutôt les grandes industries, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les petites et moyennes entreprises, elles jouent un rôle très important ici en économie d'Égypte. C'est pourquoi la Banque centrale elle a adopté, elle a pris une initiative très importante pour donner des prêts avec un taux d'entrée très inférieur, très bas pour les petites et moyennes entreprises. Et dernièrement, par exemple, il y avait l'exposition de produits artisanaux. Oui, notre héritage, notre patrimoine. Oui, notre patrimoine. J'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom de fois, mais... C'est ouvert pendant le mois d'octobre. Oui, la semaine dernière, donc j'ai oublié le nom, j'ai oublié. Turasna, oui. Turasna. En fait, tout ça pour aider les petites et moyennes entreprises à fabriquer, à produire. Et maintenant, on essaye de donner tous les moyens à ces entreprises pour exporter aussi les produits vers l'étranger. Oui. En fait, nous avons beaucoup d'indices, beaucoup de commentaires et même beaucoup de réunions. Justement, le Premier ministre Dr Moussa Madouli a présidé aujourd'hui, lundi, une réunion élargie pour passer en revue le plan national visant à maîtriser la croissance démographique. M. Madouli a également souligné que l'État était déterminé à avancer rapidement pour traiter toutes les données sur la question démographique, en particulier ses répercussions négatives sur le taux de développement, et d'ajouter que le gouvernement était prêt à assurer le financement nécessaire pour mettre en vigueur ce plan. M. Madouli a également jugé important d'inclure des programmes éducatifs destinés à diffuser différents messages éducatifs sur l'importance de la planification familiale, donnant ses directives de commencer cette mission immédiatement. En ce qui concerne la partie législative du plan national de contrôle de la croissance démographique, M. Madouli a ordonné d'accélérer la préparation de la législation requise, notamment qu'il communiquerait avec le Parlement afin de discuter rapidement de ces projets de loi. Donc la croissance démographique qui représente toujours une crise, un problème auquel bien sûr est confrontée l'économie égyptienne. Bien sûr, parce qu'en fait, la population égyptienne, si on fait la comparaison entre 1963 et maintenant, on va trouver que la population égyptienne s'est beaucoup augmentée. Maintenant, 101 millions, aujourd'hui 101 millions, mais avant c'était 63 millions seulement. Donc, cette forte augmentation de population, elle endommage l'économie, elle fait une forte de consommation, donc elle épuise les revenus, au lieu par exemple d'utiliser les revenus et tout ça pour faire des projets, de faire la relance, le développement, tout ça. Oui. Non, on doit cette croissance démographique absorbe beaucoup de... Oui, absorbe beaucoup de la croissance économique. Mais quand même, le gouvernement égyptien, il essaye, malgré tout ça, de faire certains projets pour aider les familles les plus pauvres. Par exemple, je ne vais pas oublier que le projet très important, l'Égypte sans zone aléatoire. Donc le gouvernement a adopté une initiative très importante, c'est de construire 1 million d'appartements pour les jeunes et les familles les plus pauvres. 1000 projets sont déjà vus la lumière. Ça coûte 100 milliards de livres égyptiens. C'est pourquoi je dis, au lieu de maintenant, le revenu, on utilise
une partie très importante de revenus pour financer le logement social, pour donner la nourriture aux familles les plus pauvres. Tout ça, c'est pourquoi l'augmentation de la population va épuiser une partie importante de revenus. Et ça peut empêcher, peut ralentir un peu le développement en Égypte. Ouais. Le développement en Égypte. Donc la croissance économique, ou plutôt la croissance démographique représente un obstacle tout à fait majeur devant la croissance économique, le développement et même la restructuration totale de l'économie égyptienne. Mais justement, malgré de tels défis, on trouve que l'Égypte réalise vraiment des accomplissements sur le terrain qui impressionnent tout le monde. C'est pourquoi le FMI, le Fonds monétaire international, vient de publier aujourd'hui un rapport très impressionnant sur la croissance de l'économie égyptienne. Selon lui, l'Égypte est l'unique pays qui va enregistrer une croissance positive au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, lors de l'exercice financier 2020-2021, ce grâce aux dernières réformes. Dans son rapport sur les horizons de l'économie du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Asie centrale, la FMI a fait l'éloge du programme égyptien de la réforme économique mise en œuvre depuis 2016, notant que sans les récentes réformes qui ont considérablement réduit la dette avant la crise pandémique du coronavirus, l'économie égyptienne aurait été exposée à plus de risques. Le rapport de faire état de la hausse de plus de 150% par rapport à la période antérieure du Covid-19, des allocations affectées au programme de la protection sociale en Égypte, comprenant le programme Takaf ou le Karama, ou Dignité et Solidarité, les indemnisations en espèces pour travailleurs journaliers. Le rapport a également passé en revue les mesures adoptées par la Banque centrale égyptienne visant à réduire d'environ 350 points ses taux directeurs depuis le début de l'apparition du coronavirus jusqu'au mois de septembre. Donc, ces mesures socio-économiques sont bien appréciées d'après la famille des mesures bien sûr gouvernementales et qui ont été rapidement prises sur le terrain justement en réaction de cette crise de Covid-19 qui a frappé tout le monde, notamment aussi en Égypte. Donc de telles mesures ont été saluées, mais aussi les réformes qui coûtent d'une manière amère à l'Égyptien sont bien saluées par le FMI parce que en fin de compte, ce sont dans l'intérêt ou mènent aux intérêts des Égyptiens. Tout à fait correct, tout à fait correct. Comment l'Égypte a réussi, le seul pays par exemple dans cette région, il a réussi à surmonter ces problèmes. Tout le monde souffre de récession, mais l'Égypte est le seul pays qui a réalisé un taux de croissance positif. Comment ça? Parce qu'en fait, l'Égypte, elle a anticipé. Elle a pris une décision très rapide. L'intervention du président Sisi, je rappelle que le président Sisi a pris une décision très importante le 5 avril, afin de surmonter tout le 5 avril 2019. Donc, elle a pris la décision très rapide. Parce qu'en fait, le confinement il a commencé le mois de mars, le 20 mars ou quelque chose comme ça. Le 5 avril, le président Sisi a pris la décision. C'est quoi la décision? La décision, c'était de consacrer 100 milliards de dollars, 100 milliards de livres égyptiens. C'était en 2020 plutôt. 2020. Oui, 2020. 100 milliards de livres égyptiens pour en réaction à cette crise du coronavirus. Ah oui, donc pour affronter les impacts de Covid-19. Elle a diminué le prix du gaz et de l'électricité pour les usines afin de pouvoir fabriquer et d'exporter. Donc elle a injecté 20 milliards de livres égyptiens à la bourse. 50 milliards de livres égyptiens pour octroyer des prêts et des créances aux petites et moyennes entreprises avec un taux d'entrée très bas. Donc ces décisions elles ont aidé beaucoup à diminuer les effets négatifs sur l'économie égyptienne, les effets négatifs du coronavirus sur l'économie égyptienne. Et d'autre côté, le gouvernement
le gouvernement égyptien, a continué à travailler jour après jour dans le méga-projet. Donc la construction, l'énergie, les stations d'électricité, tout ça, elle a aidé à aider l'économie égyptienne. Au lieu de subir de récession, non, maintenant nous avons une croissance positive. Oui. Justement, on va savoir comment le Covid-19 frappe partout à travers le prochain reportage qui va parler un peu plus de l'impact de la récession mondiale sur les pays émergents à cause de Covid-19 et qui était parmi les dossiers essentiels qui ont été discutés au cours de réunions du groupe 24. Donc un reportage de Sally Hamed et de Yara Choucha pour avoir plus de détails. Après ça, c'est le temps des explications, c'est le temps des analyses. Dans le cadre des réunions annuelles de la Banque mondiale pour examiner les éventuels risques mondiaux après l'expiration du taux d'intérêt de référence actuel Libor et les moyens de parvenir à un taux de référence alternatif, la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashhat, a souligné la nécessité de restructurer les programmes internationaux fixés en fonction du taux d'intérêt actuel après l'aboutissement à un taux d'intérêt de référence alternatif d'une manière convenable à toutes les parties pertinentes et qui évite les risques de cette transformation au monde entier. Le Libor est le taux interbancaire offert à Londres et utilisé à l'échelle mondiale comme une mesure du prix des transactions financières internationales à grande échelle. Dr Rania Al-Mashhat a également participé à la réunion ministérielle du groupe des 24 qui comprend les gouverneurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tient virtuellement dans le cadre des activités des réunions annuelles pendant la période du 12 au 18 octobre. Ont assisté également à ces réunions le gouverneur de la Banque centrale et gouverneur d'Égypte au Fonds monétaire international, Tariq Amir, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Dans son allocution, Mme Al-Mashhat a abordé un certain nombre d'axes fondamentaux nécessaires pour coordonner les efforts des institutions internationales en faveur des pays en développement et émergents et les aider à faire face aux effets de la pandémie du coronavirus, soulignant la nécessité pour la communauté internationale et les institutions financières internationales de chercher à accroître le financement mixte pour soutenir les pays émergents et les pays en développement dans la mise en œuvre de leur plan de développement. Le ministre de la Coopération internationale a évoqué le succès de l'Égypte dans la mise en œuvre de nombreux grands projets nationaux, surtout dans le secteur des infrastructures, dont le principal axe de son succès était l'innovation en matière de financement, y compris le financement mixte, ce qui a pu atteindre un taux de croissance positif à un moment où toutes les économies mondiales reculent, selon les rapports de la Banque mondiale et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui prévoyaient une croissance de l'Égypte de 3% et de 2% en 2020 et d'environ 2,1 et 5% en 2021. Le président du groupe de la Banque mondiale a de son côté déclaré avoir fourni un programme de prêt de 160 milliards de dollars pour soutenir les besoins de liquidité des pays. Donc, c'était en fait quelques déclarations qui ont été lancées par Dr Rania Al-Mashhat, notre ministre de la Coopération internationale, au cours de réunions de G24. Madame Mashhat, comme vous avez vu, a souligné la nécessité de restructurer les programmes internationaux fixés en fonction du taux d'intérêt actuel Libor. Justement, avant de vous donner les explications, les analyses, nous devons passer encore une fois pour savoir un peu plus qu'est-ce que se passe actuellement dans l'économie mondiale et quelles sont les demandes qui ont été proposées par les pays émergents, les pays qui forment le G24.
La réunion du G24 a abordé de nombreux points pivots dont les plus importants sont les mauvaises conditions de santé qui persistent dans de nombreux pays en raison de la pandémie du coronavirus, ainsi que la récession économique mondiale et l'impact de la grave récession mondiale sur les pays émergents qui se produit pour la première fois depuis des décennies, ce qui poussera ces pays à atteindre une croissance négative. Le groupe des 24 a salué les efforts déployés par le G20, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce et les institutions financières internationales pour approfondir la coopération internationale et aider les pays à faire face aux répercussions négatives de la pandémie, soulignant que tous les pays sans exception devraient avoir un accès rapide au vaccin. Le groupe des 20 grandes économies a appelé à une action conjointe utilisant tous les outils politiques disponibles pour améliorer un environnement propice afin d'aider les pays qui s'efforcent de contenir la pandémie du coronavirus, de restaurer une croissance économique inclusive et de continuer à faciliter le commerce international et les outils d'investissement pour soutenir la croissance et le développement. Le groupe a souligné l'importance du rôle des banques multilatérales de développement, car elles peuvent trouver des moyens efficaces d'augmenter leur budget pour améliorer leur capacité de prêter. Il a également appelé à la nécessité d'aider les pays en développement à gérer leurs dossiers de dette afin qu'ils ne soient pas confrontés à une crise qui entrave gravement les projets du développement. Il est à noter que le rapport sur les perspectives de la croissance économique mondiale publié par la Banque mondiale lors des réunions d'automne prévoyait que les pays émergents et les pays en développement réaliseraient une chute de 3% cette année avant de regagner une croissance de 5,2% l'année prochaine. Le Fonds monétaire international prévoyait que les économies des pays développés connaîtront une chute de 5,8% en 2020, puis une croissance de 3,9% en 2021, alors que les pays en développement réaliseront une chute de 3,3% en 2020 et de 6% en 2021. Donc, Monsieur Yasser El-Korani, les pays du G20, de G24 plutôt, se plaignent, les pays de G24 se plaignent de la récession et appellent en même temps à l'aide de la part des institutions financières internationales, de la part des grandes économies mondiales. Comment vous avez vu de tels appels? Tout d'abord, comme vous avez mentionné que le groupe du G24 est un groupement intergouvernemental de pays en développement et les pays émergents. Mais actuellement, nous sommes 24 États membres seulement. Non. Maintenant, c'est 28 États membres, 11 États en Afrique, 10 États d'Amérique latine et 7 pays asiatiques. Ce groupement s'est réuni deux fois par an. Ils avaient une réunion la semaine dernière. Ils ont fait un communiqué très important, comme la vidéo nous a montré exactement. Ce communiqué regroupe 10 points très importants. 10 points. Je ne vais pas traiter tous les points, mais je vais souligner les points essentiels. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout d'abord, elle a dit que tout le monde, tous les pays développés, les pays en développement, les pays émergents, tout le monde souffre des récessions économiques. Parce que, comme la Banque mondiale a dit, la récession économique mondiale est 3%. Mais pourquoi ce problème économique? Parce que la crise du coronavirus n'est pas seulement une crise sanitaire, mais de plus... c'est un désastre plutôt. Un désastre, oui. Elle a des répercussions économiques. Donc, ils ont souligné l'importance, premièrement, ils ont souligné l'importance d'avoir un accès rapide et équitable et à prix abordable aux vaccins et médicaments. Ils ont demandé aux pays développés, notamment G20, de prolonger le moratoire. Parce qu'en fait, le G20 elle a adopté un moratoire sur les services de dette jusqu'à 2020. Donc, ils ont demandé, le G4, elle a demandé de prolonger ce moratoire après 2020. Elle a salué la Banque mondiale parce qu'elle a présenté 12 milliards de dollars américains aux pays en développement pour acheter les médicaments et les vaccins. Mais
Elles espèrent qu'elles peuvent augmenter aussi les finances pour financer ces pays, financer le développement dans les pays en développement, parce que ces pays, ils ont une forte perte de leur principale source de revenus et aussi la fuite de capitaux. Oui. D'où proviennent les appels à la nécessité de l'intervention économique et financière de la part de les banques multinationales et l'importance de faciliter un peu plus le commerce entre les pays. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, les financements, tout d'abord, les financements, elles ont besoin de financement pour financer leur budget, parce qu'elles ont perdu, comme je l'ai dit, elles ont perdu des ressources principales de leur budget. Donc, si elles prennent de l'argent, si elles prennent des prêts sans intérêt, c'est-à-dire parce qu'elles ont demandé soit l'annulation partielle ou de reporter un peu les services, c'est-à-dire les intérêts sur la dette. Oui. Si elles prennent l'argent, elles vont injecter l'argent dans le marché intérieur. C'est-à-dire elles vont donner aux usines, les usines l'énergie, tout ça pour produire, pour exporter. Elles vont aider les peuples qui ont perdu leurs emplois. Donc, elles ont dit que c'est nécessaire maintenant, parce que nous vivons actuellement dans une période exceptionnelle. Donc, elles ont demandé aux institutions monétaires internationales d'intervenir rapidement et de donner des dettes, de donner des prêts sans entrer au... Oui, j'aimerais bien savoir un peu plus d'explications en ce qui concerne les déclaration faite par Mme Rania Al-Mashat à cet égard. Par exemple, selon elle, il est nécessaire de restructurer les programmes internationaux fixés en fonction du taux d'intérêt actuel Libor, qui s'appelle Libor. Oui. Donc, quelle est l'importance de cet appel? C'est très important parce que je dis les intérêts sur le prêt, par exemple, les dettes, elle est très élevée. Donc, elle a demandé aux institutions internationales et aux institutions monétaires internationales de diminuer leurs intérêts. Parce qu'en fait, c'est une période exceptionnelle. Tous les pays, la plupart des pays en développement, elles seront obligés de prendre des prêts, de demander d'aide financière et tout ça. Donc, les pays avancés, les institutions monétaires internationales ne doivent pas saisir cette opportunité afin d'augmenter ou de mettre des intérêts plus élevés. Donc, c'est pourquoi Dr Rania Mashat a lancé un tel appel pour que l'économie mondiale, ne soit ou ne prenne un long temps dans le marasme, dans la récession. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que les institutions monétaires internationales, maintenant, elles ont le devoir d'intervenir et d'injecter de l'argent dans le marché international, notamment aux pays en développement qui souffrent de perdre le revenu et tout ça. Oui. C'est ça. Donc, je tiens à remercier et saluer la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Mashat, de son appel aux institutions monétaires internationales de réviser le taux d'intérêt. Oui. À quel point vous trouvez que si nous arrivons à avoir un vaccin, donc ça sera la fin de cette récession, ça sera la reprise de l'économie, la reprise de la croissance de l'économie mondiale? C'est vrai, mais tout d'abord, il y a une question très importante. Par exemple, si on découvre maintenant, si on produit maintenant le vaccin, la priorité sera donnée à qui? À quel pays? Qui va avoir l'argent pour acheter le vaccin? Qui va avoir l'argent pour acheter les médicaments? On sait ça suffit par exemple de vous dire ici que les pays africains, le continent africain, c'est la première fois depuis 25 ans, l'économie du continent africain
est entré dans la récession. Moins de 3%. C'est la première fois depuis 25 ans. C'est-à-dire quoi, entrer dans la récession? C'est-à-dire que 43 millions de personnes vont entrer dans l'extrême pauvreté. C'est pourquoi les institutions financières et monétaires internationales maintenant, elles ont le devoir en fait, elles ont le devoir d'injecter, de donner des prêts avec un taux d'entrée ou sans entrée aux pays en développement pour les aider afin d'acheter les médicaments et les vaccins parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. D'autre part, pour aider leur secteur industriel parce qu'en fait, les investissements mondiaux se sont reculés. Donc, par exemple, le Sénégal, je vais vous donner le Sénégal, par exemple, ça fait 7 mois, il n'a pas assez de touristes. Ouais. Tout le monde souffre, notamment les pays en développement. Oui. Dans notre prochain reportage, je dois vous révéler quelques témoignages de la part de quelques institutions internationales, comme la famille Sachs Bank, ou Goldman Sachs plutôt, la banque de Goldman Sachs, l'institution américaine, qui indique dans son rapport, qui a été publié il y a quelques jours, que le coronavirus avait touché l'Égypte comme les autres pays du monde, notant que la fermeture partielle du pays, en plus des efforts considérables déployés par le gouvernement égyptien, ont permis de sauver le pays et de ne pas porter préjudice à l'économie. Donc, justement, même quand on parle avec des experts dans le domaine de l'investissement, ils parlent de l'Égypte en tant qu'une perle dans le domaine de l'investissement au niveau mondial. Justement, par Dubaï a fermé, les autres pays européens ont fermé. Comme vous venez de dire, l'Afrique est tout à fait frappée par cette crise, par ce désastre à différents niveaux. Mais justement, l'Égypte, non, ce n'est pas la même chose. Ici en Égypte, c'est presque miraculeux parce que si on va faire une sorte de comparaison, non, nous n'avons pas la même chose comme se passe à l'extérieur de l'Égypte. Donc justement, un tout petit reportage sur de tels témoignages. Après ça, le temps des analyses de quelques indices affichés par l'économie égyptienne. Le gouvernement égyptien a débloqué 528 millions de dollars au profit du secteur de la santé. Une allocation mensuelle de 500 livres a été également accordée aux intermittents pour une durée de 3 mois. Les pensions de retraite ont été augmentées de 14%. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, avait annoncé en août dernier le versement de 65 des 100 milliards de livres que le président Abdel Fattah el-Sisi avait affectés au plan. L'institution américaine Goldman Sachs, l'une des plus grandes institutions financières dans le monde, a assuré que l'économie égyptienne demeure forte et robuste. Elle croît de manière réelle et c'est ce qui la rend l'une des plus puissantes sur les marchés émergents. C'est d'ailleurs ce qui a encouragé le FMI à approuver un accord sur le financement rapide. Goldman Sachs indique dans son rapport que le coronavirus a touché l'Égypte comme les autres pays du monde, notant que la fermeture partielle du pays en plus des efforts considérables déployés par le gouvernement ont permis de sauver le pays et de ne pas porter préjudice à l'économie. Le rapport prévoit que le tourisme égyptien témoigne d'une relance au 3e trimestre de l'année prochaine, après avoir été influencé négativement par le virus, soulignant que ce secteur constitue 20% de l'économie égyptienne. Il s'agit d'ailleurs du secteur le plus touché par la crise du Covid-19. Si le marché égyptien a témoigné de la sortie de 20 milliards de dollars au cours de la période comprise entre mars et juin, la moitié de cette somme, soit 10 milliards de dollars, est retournée sur le marché égyptien récemment. L'institution américaine assure que la livre égyptienne reste forte et qu'elle se prépare à gagner du terrain, appelant le secteur privé à investir davantage dans la recherche et la formation des jeunes. L'institution assure que le taux d'inflation va se stabiliser à 4,5% au cours des 2 prochains mois. C'est un taux inférieur à celui ciblé par la Banque centrale égyptienne. Elle prévoit que la Banque centrale continue à réduire progressivement les taux d'intérêt, s'attendant en même temps à ce que les flux de trésorerie étrangers ne soient pas affectés par la baisse des taux et soulignant que l'économie égyptienne est toujours forte et en pleine croissance.
Par ailleurs, le ministère des Finances a réussi sa première émission d'obligations vertes souveraines au Moyen-Orient et en Afrique du Nord d'une valeur de 750 millions de dollars sur 5 ans à un rendement de 5,250%, plaçant l'Égypte sur la carte du financement durable. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a précisé que cette émission avait attiré des investisseurs d'Europe, des États-Unis, d'Asie de l'Est et du Moyen-Orient, ainsi que des banques considérées comme des investisseurs de marque. Donc, encore une fois, la FMI a revu à la hausse ses prévisions pour la croissance économique de l'Égypte 2020-2021. C'est le rapportage c'est le rapport le plus récent qui a été publié justement aujourd'hui par le FMI au cours de ce mois d'octobre. Si vous voulez, chers téléspectateurs, savoir pourquoi les Égyptiens, les plus pauvres, les plus démunis, font toujours la sourde oreille aux appels à la contestation contre le gouvernement, contre l'État égyptien, vous devez marcher dans les rues, vous allez trouver, à côté de ce que vous avez entendu parler de Takaful Karama, ces programmes sociaux, économiques, Takaful Karama, dignité et solidarité, ainsi de suite, vous allez trouver dans les rues des points installés par la police égyptienne, installés par l'armée égyptienne afin de faire une sorte de subvention aux gens à travers la baisse des prix. Dans les quartiers populaires, dans les quartiers les plus pauvres, il y a beaucoup des initiatives même à l'occasion de la rentrée scolaire. Comme par exemple l'initiative lancée par le ministère de l'Intérieur égyptien intitulée Kulluna Wahid, où nous sommes tous unis ensemble, une seule entité, ainsi de suite. Donc encore une fois, pour revenir de ce récent rapport qui a fait état de la hausse de plus de 150% par rapport à la période antérieure au Covid-19 des allocations affectées au programme de la protection sociale en Égypte, comprenant les programmes de Takaful Karama et les indemnisations en espèces pour les travailleurs journaliers. Comme je dis, le président Sisi a pris une décision très rapide pour soulager un peu les effets négatifs sur l'économie égyptienne à cause du coronavirus. En fait, non seulement elle a injecté 100 milliards de dollars américains dans le marché égyptien afin d'aider le secteur le plus touché, comme par exemple, elle a donné aussi 20 milliards de livres égyptiens pour le secteur du tourisme, qui a été beaucoup affecté par ces problèmes. Aussi, je dois remercier la ministre de la Solidarité sociale parce qu'elle a réussi elle a pris l'initiative et adopté certains programmes comme Takaful Karama et tout ça. Ils ont aidé beaucoup de travailleurs journaliers qui ont perdu leur travail à cause du coronavirus, à cause du confinement, parce qu'après le confinement, les travailleurs journaliers, elles avaient un problème, parce qu'ils ont arrêté leur travail, elles n'avaient pas de revenus. Donc à cause de... C'est la même chose pour le ministre de l'approvisionnement, qui a fait beaucoup d'initiatives à travers la carte de l'approvisionnement de subventions pour doper un peu plus la consommation et encourager les gens à consommer avec de telles subventions, de telles aides présentées par l'État égyptien. En fait, tout le gouvernement, tous les ministres, ils ont travaillé main dans la main afin de surmonter ce problème. Par exemple, comme je dis, la ministre du commerce et de l'industrie, je dois la saluer parce qu'en fait, elle a pris l'initiative d'organiser ce salon d'artisanat. Le salon d'artisanat, c'est pour les petites et moyennes entreprises. Oui, elles ne sont pas riches. Oui. Donc, de participer. Donc, c'est ça. Beaucoup d'initiatives. Je ne vais pas mentionner toutes les initiatives. Oui, par exemple, dans son rapport de ce mois d'octobre, la famille prédit pour l'économie égyptienne une croissance de 3,5%, préservant ainsi sa place avancée par rapport aux autres économies mondiales qui, dans leur ensemble, connaissent un repli généré par les répercussions de la crise. Je parle de la répercussion de désastres plutôt de Covid-19. Donc, encore une fois, l'Égypte
préserve sa place au sein de ces économies mondiales. À quel point vous trouvez que l'Égypte peut vraiment représenter une sorte de bout de sauvetage, un poumon économique, un bastion économique pour l'économie mondiale? Tout d'abord, afin de montrer aux téléspectateurs c'est quoi la gravité du problème de la crise coronavirus. Par exemple, je dois mentionner, je dois faire référence à tout ce qui a été mentionné par Jacques Attali, l'ex-conseiller économique du président Mitterrand. Il a dit les répercussions économiques du coronavirus, elles sont très graves, jamais existées dans le monde. Par exemple, parce qu'elle a causé un problème économique, un double bouleversement économique. Le choc, pour la première fois, nous avons des phénomènes contradictoires. Le choc de l'offre et le choc de la demande. Le choc de l'offre, parce que la fermeture des usines, la fermeture des frontières, tout ça, le choc de la demande, l'arrêt de consommation. Même les gens qui ont l'argent, elles ont peur de dépenser l'argent parce qu'elles ne connaissent pas l'avenir, qu'est-ce qui va se passer. L'Égypte, comme on vient de mentionner, on vient de dire, l'intervention du président Sisi, le gouvernement, toutes les initiatives prises par les différents ministres, mais aussi, et c'est ça, Dr Mariam Machat, il a mis l'accent dans son intervention devant le G24. L'Égypte a continué à investir et à injecter beaucoup d'argent dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de la construction. Et dans le domaine de la consommation, même comme je viens de vous annoncer, parce que, comme vous venez de dire, il y a un choc au niveau des demandes, au niveau des offres, mais l'Égypte a essayé à travers la Banque centrale égyptienne, qui a beaucoup de réserves en devises étrangères, a essayé d'injecter un peu plus de fonds sur le marché, a essayé de présenter des emprunts, a essayé même d'arrêter d'avoir les intérêts, ou d'avoir, plutôt ce ne sont pas les intérêts, d'avoir de l'argent des gens qui ont des emprunts de la part des banques égyptiennes pendant 6 mois. Tout ça, donc ce sont pour les industriels ou pour les gens. En même temps, il a essayé de doper la consommation pour ne pas faire arrêter la production. Oui, pour ne pas souffrir aussi de stagnation. C'est pourquoi, comme on a entendu parler dans ce reportage qui parlait de Sachs, l'institution financière, et que l'Égypte, c'est le seul pays où il s'avère que c'est le seul pays qui va s'échapper du marasme. C'est presque les mêmes conséquences auxquelles sont parvenus les experts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, comme je dis, il y a des décisions très importantes, des étapes prises par le gouvernement, les initiatives prises par le président Sisi. Pourquoi l'Égypte maintenant elle peut sauver l'économie mondiale? Parce qu'elle a un certain atout. L'Égypte a maintenant un certain atout. La sécurité, la stabilité financière, la stabilité monétaire. Le livre égyptien maintenant est stable. Le taux de change du livre égyptien contre les devises étrangères, l'euro. C'est la seule monnaie au monde au cours du coronavirus qui a affiché une sorte qui s'est montée face au dollar. Oui, l'Égypte, malgré le problème et la récession mondiale, elle a continué à faire des projets, méga projets. Chaque jour, on voit de nouveaux projets. D'où provient même cette analyse de la part de la famille, et qui a dit que pour le chômage est revu, ou plutôt la famille a revu ses prévisions à la baisse à 8,3% contre 10,3% actuellement.
en ce qui concerne le chômage, C'est vrai. sur le moyen terme, bien sûr. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, le président Sisi a donné, le gouvernement, il a donné la priorité à la construction. Oui. La construction, elle absorbe beaucoup de Main-d'œuvre. main-d'œuvre. Elle peut générer, la construction, durant l'année dernière, elle a généré 6 millions d'emplois. 6 millions d'emplois. Elles ont construit 20 nouvelles agglomérations. Donc, quand le gouvernement égyptien a pris la décision de continuer d'injecter de l'argent, même il y a des problèmes dans le monde entier, dans le monde entier, elle a continué d'injecter de l'argent. Il a réussi de faire des progrès, d'établir, de construire de nouveaux projets, de diminuer le taux de chômage, de diminuer le taux d'inflation. Ouais. Donc, il a réalisé beaucoup de Le bonnes déficit du compte courant devrait à son tour reculer à 3,2% du PIB en 2020 contre 4,3% lors des précédentes projections, selon toujours les prévisions du FMI. C'est ça, c'est ça. Oui, je dois saluer la dernière décision de la Banque centrale de diminuer le taux d'entrée. Le taux d'entrée, parce qu'elle a diminué le taux d'entrée au début, elles étaient 20%. Après ça, elle a diminué pour être 15%. Et maintenant, à mon avis, c'est maximum 11,25 ou 12%. Oui. Donc, ça, quand on diminue le taux d'entrée, c'est-à-dire on va injecter beaucoup d'argent dans le marché. Et ça, elle va générer d'emplois, elle va aider à construire des usines, à exporter les produits et tout ça. Donc, il s'avère que nous arrivons à la fin de cette édition. Je n'ai plus de temps pour parler un peu plus de l'économie égyptienne, des accomplissements réalisés chaque jour, chaque moment, par l'État égyptien, par les Égyptiens sur le terrain, qui précèdent même les prévisions, qui avancent les prévisions affichées par les institutions internationales. Donc, merci beaucoup pour de telles explications, M. Yasser Khourani, qui est un expert économique, un expert dans l'arbitrage et des négociations commerciales et économiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, l'économie égyptienne impressionne toujours tout le monde. Donc, on va essayer dans d'autres épisodes, dans d'autres éditions, dans d'autres mêmes programmes, de parler un peu plus de tels accomplissements impressionnants au niveau mondial. Merci beaucoup pour votre fidélité.